Bon midi, bon vendredi et bon week-end à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision Caraïbe, et particulièrement les fidèles abonnés de l'invité du midi. Il est donc midi. Il est vrai que les Haïtiens du dedans sont très impliqués dans la gestion au quotidien de cette crise qui n'en finit pas. Ceux du dehors, les Haïtiens de la diaspora, dit-on, ne sont pas moins impliqués dans la gestion de cette crise, tantôt en tant qu'acteurs mobilisants et manifestants pour un changement réel dans leur pays ou pays d'origine, mais aussi en tant que porteurs d'une parole, d'un discours sur la crise haïtienne. Souvent invités par des médias internationaux pour parler d'Haïti, ces Haïtiens du dehors ont autant de responsabilités en ce qui concerne la facilitation de la compréhension par les étrangers de ce qui se passe en Haïti, dans un souci de permettre une interpénétration des regards et aussi de permettre au public de savoir ce que les Haïtiens savent réellement, et les Haïtiens du dehors notamment savent réellement de ce qui se passe en Haïti, de ce que nous vivons ici. Nous avons jugé utile de faire une émission avec Jacques Nézy, docteur en sciences politiques, professeur à l'université en France. Monsieur Nézy est souvent l'invité des médias internationaux, notamment de France 24, pour commenter l'actualité haïtienne. Monsieur Nézy, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Je rappelle que Monsieur Nézy intervient depuis la France. Bonsoir, Monsieur Samy, bonsoir aux téléspectateurs de Radio Caraïbe, ainsi qu'à toute l'équipe de la régie. Alors, je souligne qu'il y a des petites coupures de temps à autre, si la régie pourrait y remédier. D'accord, mais pour l'instant, je vous entends très bien. Et pour l'instant, ça passe. Monsieur Nézy, ça fait plusieurs fois que nous essayons de faire cette émission, mais les problèmes techniques, notamment les problèmes de sécurité de ce pays, ont fait que cette émission n'a pas pu être possible avant, mais heureusement, aujourd'hui, on va finalement la voir. Et je suis très content pour cela. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de parler notamment de la crise politique haïtienne. Alors, de notre point de vue, il faudrait se poser la question sur la nature de cette crise haïtienne. Quelle est donc la nature de cette crise? On sait très bien, c'est une crise structurelle qui remonte à quelques années lointaines, mais pour faire court, on dirait c'est donc une crise de gouvernabilité, une crise de résistance d'un modèle local à un modèle externe. Effectivement, et M. Nézy, vous qui avez fait donc une thèse de doctorat sur Haïti, naturellement qui est intitulée Haïti à l'épreuve de la démocratisation et faiblesse et réinvention de l'État de 1986 à 2004. Vous vous êtes arrêté à 2004, pourtant les conclusions de votre thèse sont encore d'actualité aujourd'hui. Oui, parce que cette thèse dégage quelques pistes de réflexion pour l'avenir, notamment en ce qui concerne l'échec de la reconstruction de l'État en Haïti, un échec mitigé, et puisque je suis parti de double constat. Le premier constat, c'est que la démocratie haïtienne a été soutenue, elle est encore soutenue par la communauté internationale, et cette communauté internationale a dû faire le service après-vente, c'est-à-dire intervenir après 1991 quand Aristide a été inversé par l'armée, et au terme d'un combat acharné de 3 ans pour la reconquête de son pouvoir, Aristide s'est réinstallé, a reconquis son pouvoir grâce au soutien de la communauté internationale. Mais il ne s'agissait pas seulement de la reconquête du pouvoir en tant que tel pour Jean-Bertrand Aristide, il y avait une ingénierie politique administrative, une recomposition de l'État qui consistait à réformer la police nationale, puisqu'on sait très bien que
les forces armées ont été dissoutes, donc il y a la réforme de la justice, la restructuration de l'économie, la recomposition du personnel politique, la démocratie représentative. Il y a eu aussi la réforme du système pénitentiaire national. Donc il y avait un ensemble de réformes que portait la communauté internationale. Mais ce qu'on a observé, à un moment donné, la communauté internationale s'est complètement désengagée. C'est-à-dire, on sait très bien, en 1994, il y a eu un déploiement d'une armada militaire américaine de 15 000 hommes sur place, accompagnés de matériel, d'équipements lourds. On pensait que ces équipements allaient être employés pour la restructuration physique des rues, etc. Et par la suite, en 2010, à travers le séisme du mois de janvier, qu'on connaît très bien, là encore, la communauté internationale a suscité de nouvelles déceptions parce qu'on pensait que Haïti encore allait être reconstruite grâce au soutien de la communauté internationale à travers cet organe créé et qui était donc sous le contrôle de Bill Clinton, la CIRH, là encore, des déceptions. Alors, donc, cette thèse a essayé de démontrer qu'au final, cet échec de la communauté internationale, cet échec mitigé, puisqu'il ne faut pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a quelques éléments, quelques acquis qu'on a obtenus grâce à la communauté internationale, mais il faut remarquer que cet échec s'explique, de mon point de vue, par l'absence d'engagement des élites locales, c'est-à-dire, ça c'est une première observation. La deuxième observation, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une résistance entre deux modèles. Il y a le modèle importé, c'est-à-dire une démocratie avec sa grammaire démocratique, avec la démocratie représentative, l'organisation des élections plus ou moins acceptable, puisqu'on sait très bien qu'il y a eu deux élections plus ou moins acceptables dans ce pays, celle de 1990 et celle de 2006. Les autres ont été contestées. Donc on voit bien qu'il y a une résistance cette résistance nous pousse à nous demander, est-ce que finalement il ne faudrait pas s'interroger de préférence sur l'anthropologie haïtienne, l'interroger pour essayer d'identifier un modèle endogène typiquement haïtien, un modèle qui correspond à l'âme haïtienne, à la tradition haïtienne. Donc c'est tout l'enjeu des conclusions de cette thèse. D'accord. Alors, M. Nézy, peut-être que, et si je comprends bien les explications dont vous venez de donner là, peut-être qu'il faudrait que l'on reste tout simplement dans l'esprit de 1804, c'est-à-dire que nous avons fait une révolution qui a été presque à l'encontre de tous les idéaux de l'époque. Et ici, en Haïti, quand le blanc nous dit, alors quand je dis le blanc de façon caricaturée, et démocratie c'est égal élection, nous autres nous disons mais non, démocratie c'est le logement social, démocratie c'est l'éducation, démocratie c'est la libre circulation des personnes, démocratie c'est la liberté d'association, la liberté de la presse. C'est ce que nous entendons par démocratie, même si nous pouvons considérer l'élection comme étant l'aspect formel de la démocratie. C'est-à-dire, quelque part, nous avons toujours peut-être cette petite avance sur les Blancs, étant donné notre origine de peuple, qui est le seul qui a fait 1804 et avoir fait une révolution qui va à l'encontre de tous les idéaux de l'époque. Oui, alors, de point de vue classique, la démocratie, c'est donc le droit accordé au peuple, à la majorité, et aussi c'est la mise en place d'un certain nombre de mécanismes délibératifs, l'organisation des élections régulières, acceptables, où chaque individu ou chaque citoyen tend à exprimer son choix à travers le vote. Bon, mais on a bien vu que ce serait très restrictif de se limiter à cette acception de la démocratie. Il y a aussi d'autres éléments qui l'accompagnent, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, l'accès au logement, l'accès aussi au bien-être. Donc ces éléments-là complètent cette démocratie qui, alors,
aujourd'hui, on observe bien que du point de vue occidental, elle se réduit à l'organisation des élections. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, par exemple, tout l'affrontement qu'il y a entre l'opposition haïtienne et la communauté internationale qui veut bien organiser des élections. Alors, c'est que la communauté internationale considère que la démocratie comme étant très réducteur. Hein, c'est un point de vue réducteur, celui de la communauté internationale, qui tend à limiter l'exercice de la démocratie à l'organisation des élections. Faut-il qu'elles soient juste, acceptables, peu importe selon la grammaire démocratique occidentale. Mais on voit bien cette démocratie telle qu'elle est importée se heurte bien à quelques résistances locales, c'est-à-dire qu'il faudrait améliorer la situation des Haïtiens, c'est-à-dire leur permettre d'accéder à la citoyenneté, c'est-à-dire à l'exercice d'un certain nombre de droits individuels, droit de se nourrir, droit de s'éduquer, droit d'accéder aux loisirs. Et au moment où nous parlons en Haïti, on sait, Dieu seul sait comment ces droits non seulement sont bafoués, mais ces droits sont inexistants pour la catégorie souffrante, c'est-à-dire la grande majorité de la population qui est donc exclue, qui est donc confinée dans les bidonvilles. Et on a vu aussi il y a quelques mois comment ces populations ont été prises en otage par un ensemble de gangs associés au pouvoir, et que ces populations qui étaient déjà marginalisées, qui étaient déjà peu inscrites dans l'ordre démocratique, elles sont confinées dans leur univers déshumanisant. Donc, il faut donc se poser la question sur l'adaptation de la démocratie. D'autres diront la démocratie haïtienne. Oui, à chaque société sa démocratie, puisque chaque société a une conception de la démocratie, a une conception. Voilà. Donc il faudrait donc adapter ce modèle. Ce modèle, certes, on est bien d'accord qu'il faudrait un certain nombre d'institutions héritées du modèle de Westminster, par exemple le Parlement, le bicaméralisme, etc. Il y a une institution, le président de la République, l'exécutif, le Parlement. Mais faut-il bien que ces institutions s'accommodent bien à la réalité politique haïtienne? Prenons un exemple, le coût que représente le fonctionnement du Parlement haïtien. Et quand on met en rapport le coût du fonctionnement et le rendement de ces parlementaires, on voit bien qu'on est donc en présence d'une institution, d'une coquille vide finalement. C'est donc pour plaire à l'Occident, on dirait qu'en Haïti qu'il y a un Parlement, un Sénat, une Chambre des députés, mais on sait aussi que ce Parlement est peu productif, puisque 5 lois en une législature, alors qu'on devrait peut-être construire des écoles, construire des routes, des ponts et réarmer le tissu environnemental pour faciliter l'investissement. Donc il faudrait s'interroger sur les institutions qui marchent, les institutions qui s'accommodent, qui s'incorporent à la réalité haïtienne et rejeter celles et qui ne conviennent pas à cette réalité. Oui. Alors, professeur Nézi, ici, quand quand on analyse et qu'on réalise que certaines institutions ne jouent pas leur rôle et normalement, la réaction souvent est de l'éliminer. Ne faudrait-il peut-être pas rentabiliser cette institution au lieu de l'éliminer tout carrément? Est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Des fois, les phrases sont coupées, je n'entends pas tout ce que vous dites. Oui, alors si on peut améliorer. D'accord, et la technique vous entend et elle va s'exécuter. Et je disais, et je ne sais pas si vous m'entendez là maintenant. Des fois, c'est coupé. Ok. Donc, les mots sont coupés. Ok. Donc, je disais que si le Parlement ne joue pas son rôle, est-ce qu'il faudrait le remplacer par une autre institution ou l'éliminer tout court ou la rentabiliser tout simplement? Oui, le problème du coût se pose, le problème du coût de la démocratie, parce que il faudrait examiner ce qui est prioritaire.
C'est-à-dire, on pourrait réduire le nombre de députés, on pourrait aussi réduire les dépenses, c'est-à-dire, on sait très bien qu'en Haïti, la politique reste la principale voie d'accumulation rapide de richesses, puisque la politique, elle est liée à l'économie criminelle depuis quelques années, et il y en a qui font de la politique, non pas pour servir la communauté des souffrants ou la communauté des citoyens, mais pour se servir, pour accéder à l'enrichissement rapide. D'autant plus que cet enrichissement a la bénédiction de l'impunité, puisque les citoyens, ou tout au moins les délinquants, ou les élites délinquantes, les élites les moins vertueuses, peuvent s'enrichir comme elles s'entendent, sans s'inquiéter, puisque on l'a vu, les différentes législatures ont été composées d'un certain nombre de malfrats et sans s'inquiéter du reste de ce qui peut être envisagé par la justice, sans aucune poursuite de la justice, je veux dire, quand on rappelle les liens de connivence entre les gangs et certains parlementaires. Oui, on pourrait rationaliser l'activité parlementaire, c'est-à-dire, eh bien, avoir moins de parlementaires et ensuite soumettre ces parlementaires à un travail rigoureux, strict, à une discipline, et que cette discipline, d'ailleurs, aussi, elle devrait être inculquée par les partis politiques. C'est vrai aussi, il faudrait envisager une autre législation sur les partis politiques. Il y a une législation trop permissive, puisque à moins de 10-15 personnes aujourd'hui, chacun peut créer un parti politique. Donc il s'agit d'une sorte d'un fonds de commerce permettant aux uns et aux autres de s'enrichir en faisant de la politique. Donc il faudrait ensuite désigner des parlementaires, des candidats au Parlement plus vertueux, qui seraient moins dépendants de l'économie criminelle, puisque aujourd'hui, il n'y a pas un organe de régulation, de filtrage des candidatures. Il y a certes le Conseil électoral provisoire qui exige à chaque candidat de soumettre un certificat de bonne vie et mœurs, etc. Mais on sait très bien que c'est un certificat obtenu par complaisance et qui n'est en aucune façon un document de transparence, un document fiable permettant de se rendre compte de la qualité du candidat et de sa vertu, de ses rapports avec l'argent, avec les ressources. C'est vrai, il y a aussi une législation qui exige à chacun de déclarer son patrimoine avant d'accéder à sa fonction et après. Mais on sait très bien que c'est l'ULCC qui a cette fonction, mais très souvent, on a peu d'informations sur cette déclaration de patrimoine, parce qu'on ne sait pas, est-ce que par exemple, le président de la République qui est assassiné, certains disent qu'il était millionnaire avant même d'accéder à la magistrature suprême, mais est-ce qu'on est au courant de son patrimoine? Est-ce qu'aujourd'hui, l'ULCC va permettre de lever le secret permettant d'être au courant de son patrimoine? Donc, vous voyez, les problèmes sont très liés. Donc, j'ai commencé à vous expliquer la rationalité de l'activité parlementaire. Cette rationalité, elle renvoie à l'exigence d'une élite vertueuse qui fait de la politique non pas pour s'enrichir, mais pour servir les autres. Et puis, le troisième pan de la réflexion, ce serait aussi d'éduquer les citoyens, c'est-à-dire les citoyens vont faire des choix, non pas parce qu'ils sont monnayés. C'est vrai que de plus en plus, on observe que l'électeur haïtien devient des électeurs rationnels, c'est-à-dire qui vend son vote et qui, une fois vendu le vote, se désengage complètement de ce que fait son député. Et il n'a aucune possibilité d'ailleurs d'exercer une pression sur ce député, sur ce parlementaire. Et d'autant plus que les rouages sont complètement... c'est-à-dire les rouages de la démocratie représentative ne sont fonctionnels que par intervalle de 5 ans, de 4 ans. Et que le citoyen, une fois vendu son vote, rentre chez lui en attendant
une nouvelle convocation. Or, en démocratie, il faudrait aussi inventer, et c'est ça qui nous manque dans la démocratie haïtienne, inventer de nouveaux mécanismes permettant aux citoyens d'être une vigie, d'être un veilleur de nuit permettant de s'assurer de l'exécution du mandat qui a été donné à ces parlementaires. Donc, on voit bien qu'il y a donc une rationalité de l'activité parlementaire, mais également une éducation des citoyens haïtiens à faire pour que les Haïtiens sachent qu'au moment des élections, et qu'il ne s'agit en aucune façon d'une opportunité économique à saisir, mais plutôt d'exercer leurs droits de citoyens en tant que tels. Je me permets, et M. Nézi, d'ajouter un quatrième élément dans votre analyse, qui est celui du rôle essentiel, ô combien fondamental, des partis politiques. Parce que quelque part, les partis politiques qui existent déjà de par leurs conditions de formation, on a presque... il est même possible d'avoir un parti politique par famille, puisque chaque famille pouvant regrouper quelques dizaines de personnes peut rapidement créer un parti politique. Mais les partis politiques aussi, et parmi les partis, on va dire, les plus reconnus, on recrute aussi des candidats, et c'est aussi ça une partie du problème du Parlement, c'est parce que les candidats qui représentent les partis au Parlement, les partis les ont choisis tout en sachant que ces candidats-là ont des réputations douteuses, ont des problèmes avec la justice, etc. Il suffit que le candidat possède beaucoup d'argent pour que le parti le recrute. Ça aussi, c'est un travail que les partis doivent faire pour pouvoir éliminer cet aspect-là de nos élections, mais aussi du système parlementaire haïtien. Donc, les partis politiques aussi ont un rôle à jouer pour rentabiliser le Parlement. Oui, on sait que dès le départ, la démocratie haïtienne attribue un rôle éminent aux partis politiques. C'est même inscrit dans la Constitution. Mais l'expérience de 1986 à aujourd'hui nous montre qu'il y a un détournement du rôle des partis politiques. Alors qu'ils ont été conçus comme étant des machines de conquête du pouvoir, en même temps comme des entités ayant pour fonction d'éduquer les citoyens, on voit bien que ce rôle a été dévoyé et que ce rôle a été mis au service, comme je le disais tout à l'heure, de l'accumulation. Et que la politique, et notamment les partis politiques comme entité, que l'activité politique devient une rente permettant à chacun de chercher des poches de rentabilité. Alors, de 1986 jusqu'en 2010, certes, c'était une expérience plus ou moins intéressante quand on observe le fonctionnement des partis politiques et également cette institutionnalisation qui commençait à prendre forme. Mais à partir de 2011, avec la nouvelle législation sur les partis politiques, et une loi assez permissive, comme je disais tout à l'heure, qui permet à chacun, 5, 6, 10 individus de se réunir, de constituer un parti politique. Donc, on est donc en présence d'une sorte d'unité commerciale ayant pour finalité la conquête du pouvoir, mais pour se partager quelques miettes de la rente économique. Et c'est là le dilemme aujourd'hui. Donc, il faudrait donc envisager une nouvelle législation et en même temps que chaque citoyen accepte et en même temps de participer au fonctionnement des partis politiques. Et on voit bien de plus en plus que l'intériorisation des partis politiques a du mal à s'inscrire dans les pratiques des Haïtiens, parce que quand on s'adresse à un Haïtien, il vous dit non, je suis membre d'aucun parti politique. Comme qui dirait, il y aurait une Il en est même fier d'ailleurs.
voilà, il en est très peu fier Mhm. de faire partie, d'être membre de parti politique. Or, c'est le parti, dans son fonctionnement, dans l'éducation de ses membres, qui, une fois parvenu au pouvoir, sera en capacité de réaliser les réformes nécessaires. Alors, les 10 dernières années nous ont montré que les partis n'existaient pas avant les élections. Mhm. Ils ont été constitués de briques et de brocs par quelques individus, quelques entités ici ou là avec des noms Mhm. folkloriques qui sont des coquilles vides Oui. et qui ont des personnalités hors sol Mhm. d'ailleurs, très peu connues, mais qui, par l'effet numérique, construisent une plateforme, et cette plateforme, une fois arrivée au pouvoir, tend à constituer une majorité au Parlement. Et c'est le cas, par exemple, pour Unité, le cas de Réponse Paysan, le cas pour aussi pour Jovenel Moïse avec le parti PHTK, PHTK. tête Donc, ensemble. donc voilà. Mhm. Et troisième élément d'observation, c'est qu'il n'y a pas un lien entre ces partis et le Parlement. Or, la Constitution haïtienne fait d'Haïti un régime, ou tout au moins institue en Haïti un régime bi-parlementaire, semi-parlementaire, semi-présidentiel, Mhm. où le Parlement joue un rôle essentiel dans l'organisation des pouvoirs publics et joue un rôle essentiel également dans la mise en œuvre des politiques publiques du président de la République. Or, on voit, une fois arrivé au pouvoir, le président de la République tend à construire très souvent des majorités branlantes, bancales, des Mhm. majorités souvent qui sont monnayées et finalement qui n'ont aucun lien avec le président de la République. Mhm. D'où la difficulté du président Jovenel Moïse, par exemple, d'appliquer sa politique. Et très souvent, il avait, et pas lui, même René Préval aussi, Oui. tous ces présidents ont eu du mal, par exemple, à soumettre le choix de leur Premier ministre Mhm. au Parlement s'il n'y avait pas, par ailleurs, dans les combines, s'il n'y avait pas des combines souterraines ou des fausses alliances, où très souvent, ce Premier ministre sera finalement issu d'une majorité branlante, et une majorité qui, au terme de l'exercice du pouvoir, s'écoule de 6 mois, convoque le Premier ministre, le renvoie. Donc, or, si on passe par l'organisation du parti politique, on pourrait donc être amené à apaiser le climat politique, Mhm. d'une part, et aussi à institutionnaliser le bicaméralisme et en même temps l'esprit bipartisan, c'est-à-dire qu'il y Mhm. aurait deux grandes familles politiques, Mhm. la droite, la gauche par exemple, Mhm. et Ou encore, si on ce retourne qui, dans l'histoire, le Parti national et le Parti libéral, quoi. oui, 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 et ce qui permettrait notamment d'avoir aussi une identité de l'opposition, parce Mhm. qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de l'opposition haïtienne aujourd'hui, on ne sait pas qui la représente, elle est complètement éclatée, morcelée. Oui. Or, Et c'est pour si ça les qu'ils inventent le mot partis, pluriel, pour dire que c'est une opposition plurielle, mais c'est une façon voilà, de cacher cette incapacité d'avoir une coalition, un leadership. c'est ça, des coalitions hétéroclites, mais qui sont inefficaces et qui ne se donnent pas le temps de prendre à bras-le-corps tous les défis d'Haïti. Donc, Mhm. on est dans un régime qui nous fait finalement, à cause du dysfonctionnement des partis politiques, de leur défaillance et de leur incapacité à assumer leurs responsabilités, et que ces défaillances ont des effets négatifs, néfastes, ont des effets néfastes sur le fonctionnement et sur l'appropriation de la démocratie en tant que telle en Haïti. Définitivement. Alors, si on a tous ces problèmes, on évoquait tantôt les difficultés liées au fonctionnement Je d'un je Parlement. vous entends pas, je vous Et, entends pas bien. ok, c'est bon là maintenant, Ça a été vous m'entendez? ça a été coupé. Oui, Mhm. oui, ça va maintenant. Oui, oui, ça va. D'accord. Je disais qu'on vient d'évoquer les problèmes liés au Parlement.
Mais en fait, M. Nézi, on peut admettre facilement, nous sommes face à un échec total de toutes les institutions, pas uniquement du Parlement. Nous avons aussi des problèmes à opérationnaliser le fonctionnement tout aussi, comment je peux dire, d'un exécutif à deux têtes. C'est-à-dire ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes du côté de l'autre pouvoir qui est celui de l'exécutif. Oui, l'exécutif est dual à deux têtes. Il est imposé par la Constitution de 1987. Il s'explique aussi par le choix du régime politique qui a été fait. Il y a un régime semi-parlementaire où l'essentiel du pouvoir du président de la République est partagé et par le Parlement. Et cet exécutif dual, il a des convenus dans la mesure où le président de la République, très souvent, est influencé par le modèle présidentialiste qui est le modèle dominant en Haïti. Peut-être que c'est là où j'ai parlé tout à l'heure d'inadaptation de modèle. Sans doute que l'anthropologie politique haïtienne, toute la culture politique haïtienne, sans doute, a du mal avec le régime parlementaire. Sans doute, ce qui marcherait, c'est sans doute le régime présidentiel. On n'en sait rien, peut-être. Peut-être qu'il faudrait s'interroger sur ce qui marche, ce qui correspond à la réalité, ce qui marche. Parce que rien ne sert d'être mimétique, de s'inspirer d'un modèle qui marche ailleurs, ou bien parce qu'on veut être à la mode, en s'inspirant de la France, etc. Et il faudrait de préférence réfléchir à construire un modèle qui apporte des résultats. Et pour le moment, on a vu le régime parlementaire pourrait apporter des réponses certaines aux défis haïtiens à deux conditions. La première condition, il faudrait appliquer la Constitution de 1987. Et très souvent, les exécutifs, les différents exécutifs qu'on a connus, tentent de la contourner, tout au moins de la rendre inapplicable en l'accusant de tous les maux. Une fois, quand ils observent que cette constitution ne les arrange pas, etc., leur pose un certain nombre de difficultés, ou les enlève une partie de leur pouvoir, ils accusent cette constitution de tous les maux du monde. Donc il faudrait avoir donc des hommes vertueux au pouvoir qui ont la tempérance et qui acceptent les règles du jeu. Ces règles du jeu ont été établies par la Constitution, il faut les appliquer, les respecter. Et on voit bien que les exécutifs haïtiens, pas seulement les exécutifs, les élus en général haïtiens, une fois arrivés au pouvoir, trouvent gênante une disposition constitutionnelle parce que cette disposition tend à diminuer l'essentiel de leur pouvoir. Donc, il faudrait donc, à ce moment-là, s'interroger sur le choix des hommes. Le choix des hommes, des femmes qui ont vocation à appliquer la Constitution. La Constitution, elle doit être applicable, qu'elle soit gênante ou qu'elle soit nuisible ou non. Or, on voit bien, de Préval à Jovenel Moïse, cette constitution qui répond à un certain nombre d'inquiétudes, parce qu'il faut le rappeler, c'est la constitution post-autoritaire qui vient après le long régime des Duvalier. Et cette constitution entend créer les conditions d'un compromis permanent entre les différents acteurs. Or, les acteurs politiques haïtiens ont du mal à accepter le compromis. Ce qui les arrange, c'est d'être dans le statut gagnant-gagnant. C'est-à-dire, quand on est gagnant, ils veulent gagner tout. Or, en démocratie, il faut accepter de partager, de renoncer à une partie de ses pouvoirs et de concéder à l'autre l'exercice d'une partie du pouvoir. Or, cette conception de gagnant permanent tend à poser un problème sur le dysfonctionnement
le dysfonctionnement de la démocratie en Haïti. Ce bilan qu'on est en train de tirer ce soir pour la démocratie en Haïti, il devrait être utile à la réflexion pour l'avenir, parce qu'on est dans une période qui s'ouvre bien à la réflexion, qui s'ouvre bien à une remise en compte, une remise en cause de ce qui a été fait de 1986 à aujourd'hui, de nous demander qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait renvoyer totalement cette constitution, mais on pourrait bien aménager quelques dispositions pour rendre davantage efficace la démocratie haïtienne. Et puisqu'on est à la période des questions, des grandes questions, des questions fondamentales et en rapport à la République, et M. Nézy, peut-on dire que le poste de Premier ministre dans notre démocratie est complètement inutile? Est-ce que vous pourriez reprendre la dernière partie de la question? Ça a été coupé. Oui, alors la question concerne le Premier ministre qui est une sorte d'hybride qui est non choisi par le président de la République, mais validé par le Parlement, mais qui, une fois validé par le Parlement, est redevable devant celui-ci et le président ne peut plus le révoquer comme ça. Or, il a la responsabilité de mener la vision du président. Est-ce qu'on doit éliminer le poste de Premier ministre comme l'un des irritants empêchant au pouvoir d'atterrir? De mon point de vue, il faudrait garder ce régime, l'améliorer. L'améliorer peut-être sur deux éléments. Le premier élément, c'est la nouvelle législation sur les partis politiques. Il faudrait que les partis politiques assument leurs responsabilités et comme étant des entités ayant vocation à animer la démocratie haïtienne. C'est-à-dire recruter des hommes, des femmes vertueux, sérieux, compétents et qui animent les partis politiques. Et les partis politiques de leur côté font le travail d'éducation, d'inculcation de la démocratie en procédant au recrutement des citoyens, en les formant, les éduquant. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est que les partis politiques, au moment des élections, devraient s'atteler au recrutement en interne de leurs candidats et non s'intéresser à recruter des figures inconnues qui, une fois vainqueurs des élections, n'ont aucun lien de discipline avec le parti en question. Donc, il faudrait accepter de couper ce cordon ombilical avec ce mode de recrutement. Troisième élément, les partis, au moment de leur recrutement en interne de leurs candidats, devraient s'engager à recruter des candidats vertueux qui ne sont pas des pratiquants de l'économie criminelle, qui ne sont pas des malfrats, mais plus ou moins, mais des citoyens formés, compétents, éduqués, qui ont pour objectif de servir, parce qu'on ne fait pas la politique pour s'enrichir, mais pour servir les autres. Et cette communauté politique qu'on peut construire à travers les partis politiques permettra à ce moment-là d'avoir des élus au Parlement et le parti majoritaire au Parlement désignera son Premier ministre. Et si il n'y a aucun parti majoritaire au Parlement, le président de la République, comme le veut la Constitution, eh bien, se réunira avec les différents organes prévus par la Constitution et s'entendre sur le choix d'un Premier ministre. N'oubliez pas, tout à l'heure, je parlais d'un compromis. Or, l'une des caractéristiques majeures de la Constitution de 1987, c'est qu'elle fait une place à part au compromis permanent. Au compromis permanent, c'est le jeu même de la démocratie. C'est-à-dire ce qui fait donc appel à des hommes d'une tempérance, d'une capacité de dominer leur passion chaude, leur passion violente, de prendre le pouvoir. Donc on devrait
Donc, ce sont donc les partis qui vont éduquer ces hommes-là, dont j'ai indiqué le profil. Donc, de mon point de vue, il faudrait améliorer, il faudrait garder ce régime d'un exécutif dual avec un Premier ministre, mais sauf que le Premier ministre, les partis politiques ont ce rôle de construire des majorités stables et des majorités efficaces, ce qui permettra au président de la République de faire un choix, le choix d'un Premier ministre qui pourrait appliquer sans passion, sans perdre de temps, parce qu'on voit très bien qu'il faut très souvent 3-4 échecs au Parlement pour avoir un Premier ministre. Il faudrait aussi que le Premier ministre accepte De négocier. d'utiliser des moyens de corruption, de distribuer des postes ministériels, des postes diplomatiques. On n'est plus dans la démocratie, on est dans une sorte de marchandage, on est dans une sorte d'économie de la rente démocratique, c'est-à-dire on tend à concevoir la démocratie comme étant un marché où chacun vient faire son affaire, mais telle n'est pas la conception idéale, telle n'est pas la conception non plus de la souveraineté populaire et des masses souffrantes qui attendent un régime politique qui donne sens à la démocratie. Parce que il y a une lassitude. Vous avez observé que de plus en plus, il y a un taux d'abstention assez massif, record. Pourquoi? Parce que les gens considèrent que les élections n'ont aucun impact sur leur vie au quotidien. Et donc, les citoyens tendent à bouder les consultations électorales. Donc, il faudrait faire revivre la consultation électorale comme étant un rendez-vous citoyen permettant aux uns et aux autres de faire des choix conséquents qui auront des conséquences sur leur avenir. Et faudrait-il bien qu'avant tout cela, M. Nézi, qu'on puisse reprendre le contrôle de notre appareil électoral, c'est-à-dire que nous pouvons nous-mêmes organiser des élections et donner à ce peuple la garantie d'avoir été voté et que son vote va compter. Parce que l'une des raisons qui fait qu'en général les gens ne vont pas voter aux élections, c'est parce que les gens pensent que leurs votes ne seront pas comptés. C'est-à-dire que ils doivent mettre à le voter, c'est un tel cas bon parce qu'il est blanc en vli. Ah, j'ai du mal, je suis désolé, j'ai du mal à comprendre la question parce que ça a été coupé. Oui, je disais tantôt, M. Nézi, que vous avez évoqué l'idée que l'on ait des élections où, avec une forte participation de la population, puisque vous avez dit que la population ne participe plus aux élections, étant donné le faible impact ou sinon le non-impact des élus sur la vie de la population. Je vous dis aussi qu'il faudrait pour cela qu'on reprenne le contrôle de notre appareil électoral, qu'il ne soit plus entre les mains des étrangers et que les gens, quand ils vont voter, et que leurs votes vont réellement compter. Oui, les élections constituent un acte de souveraineté. Et depuis l'intrusion des différentes missions onusiennes en Haïti, par exemple, notamment à travers la MINUSTAH, on voit bien que cette souveraineté, elle est mise entre parenthèses. 2 exemples. La création d'un centre de tabulation, à partir de 2004, qui n'a eu aucun soutien politique, qui d'ailleurs n'a pas été publié dans le Moniteur au journal officiel, et que ce centre de tabulation, qui est le centre de traitement, de manipulation des informations électorales, tenez-vous bien, n'est géré que par un étranger. On se rappelle, en 2008, c'est un ressortissant canadien, et puis par la suite, ce sont des étrangers. Or, le centre de tabulation constitue aujourd'hui une anomalie, puisqu'il a plus de pouvoir que les membres du Conseil électoral, puisque les membres du Conseil électoral sont obligés de publier les résultats que leur apporte le centre de tabulation. Ça, c'est une anomalie à corriger.
Et que deuxième élément qui montre que les consultations électorales ne sont plus l'expression de la souveraineté d'Haïti, c'est le financement. Le financement des élections est assuré à 80% par la communauté internationale. Mais ne soyons pas naïfs. Cette communauté internationale, notamment les membres du corps groupe, eh bien, arrive à tirer les marrons du feu. C'est-à-dire que c'est un système de rente aussi pour eux, où ils tirent aussi des ressources importantes des per diem, et puis il y a aussi des pèlerins, des pèlerins observateurs internationaux Les experts qui arrivent, qui internationaux. valident des élections, et ensuite la commande des bulletins de vote qui se fait ailleurs. Donc il y a deux effets d'externalisation, c'est-à-dire deux effets qui montrent que les élections sont sous-traitées ailleurs. Premièrement, le financement. Donc on sait très bien celui qui finance, c'est celui qui commande. Donc forcément, quand on relit Le ventre pourri de la bête de Ginette Chérubin, quand on relit L'échec de l'aide internationale de Ricardo Santenfus, on voit bien que les consultations électorales, et quand on revoit aussi le film de Raoul Peck, L'assistance mortelle, où René Préval témoigne de son affrontement avec Edmond Mulet qui lui demandait d'annuler les résultats des élections qui avaient indiqué que Jude Célestin était le vainqueur de cette élection de 2011. Alors, Préval a dû faire accepter une commission d'enquête de l'OEA qui, là encore, un troisième élément de l'absence de souveraineté d'Haïti, puisque c'est l'Organisation des États américains qui donc va, à travers des combines incompréhensibles, va considérer que Martelly pourrait participer comme étant deuxième candidat à côté de Mirland Maniga. Donc, on voit toutes ces séquences-là nous montrent que Haïti n'a plus la maîtrise des consultations électorales. Donc, il faudrait rompre avec ces pratiques-là et faire en sorte que Haïti organise et finance ses élections et limiter la coopération internationale. On veut bien que l'OEA apporte sa contribution technique à l'organisation des élections, mais on sait très bien que c'est une coopération qui exerce des effets négatifs sur l'exercice de la souveraineté d'Haïti, ce qui, de mon point de vue, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure également de votre question, alimente la désaffection des Haïtiens pour les urnes et ce qui explique ce taux grandissant d'abstention. Oui, définitivement. Mais aussi, il y a un autre élément à ajouter. J'ai l'impression que du côté des politiciens, ils n'aimeraient pas non plus qu'il y ait une forte participation aux élections. Parce que cela aurait pour effet, aurait diminué la possibilité de truquer ces élections. C'est-à-dire, quelque part, tant que le peuple ne va pas voter, c'est tant mieux pour eux parce qu'ils auront les moyens de truquer les élections. Oui, vous avez raison. C'est une machination orchestrée, pensée, entretenue et soigneusement conçue par la communauté internationale. Et tout à l'heure, dans nos propos d'introduction, on a considéré que la communauté internationale limite l'exercice de la démocratie en Haïti à l'organisation des élections. Or, les élections, on va dire, sont un maillon du système politique. Il y a d'autres éléments qui doivent le faire vivre, le fonctionnement des institutions, la sécurité, la justice, l'apaisement social, également une politique de redistribution des richesses. Tout ceci tend à apaiser les souffrances des populations et tend à leur considérer des droits de citoyenneté, parce que la citoyenneté ne se mesure pas seulement à l'exercice de la démocratie électorale. Voilà, la démocratie électorale. Donc on nous sert cette démocratie électorale comme étant du pain béni. Mais méfions-nous, puisqu'elle permet aux uns et aux autres, aux membres de la
communauté internationale, d'une part d'affirmer leur puissance, leur domination, parce que sur le plan géopolitique, à travers le corps groupe et à travers le représentant de l'OEA, à travers aussi le représentant des Nations Unies, ce sont les Américains qui sont les maîtres du jeu. Donc ce sont eux qui imposent leur président. On l'a vu pour Michel Martelly, dans des conditions grotesques d'ailleurs. Et sans doute pour Jovenel Moïse, on peut se poser la question sur la fiabilité de son élection. Et puisque sur sa légitimité, on en a glosé, puisqu'il avait eu 500 000 voix sur un corps électoral de 4,5 millions d'électeurs. Alors, pour revenir donc aux ressources, on peut dire qu'il y a une sorte de relation d'État-patron à l'État-client. L'État-patron, les États-Unis d'Amérique, le corps groupe et tous les autres qui suivent les Américains, les Européens également, ce sont eux donc qui dirigent ces élections, qui imposent leur président. Et puis, il y a l'État-client, c'est-à-dire les élites locales qui tirent également leur épingle du jeu. Il y en a qui ont des ONG, des organisations non gouvernementales, qui obtiennent le financement pour accompagner ces élections. Il y en a aussi qui sont bien payés, ceux du Conseil électoral provisoire, les consultants, et les consultants internationaux, les consultants locaux. C'est donc un marché où divers intérêts économiques sont satisfaits. Et tout ceci au dos, en sacrifiant le destin et l'avenir des 12 millions d'Haïtiens. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, M. Nézi. Nous allons parler un petit peu de l'actualité. Nous avons actuellement, nous sommes à la fin, je disais, il y a un gouvernement qui a pris place depuis quelque temps. Et il y a d'autres démarches du côté de la société civile et de la part de quelques acteurs et sur l'échiquier politique. Et toutes les idées qu'on a évoquées tantôt, M. Nézi, pensez-vous que le gouvernement actuel puisse les mettre en pratique ou encore qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver la sortie? Oui, bon, on voit très bien que ce gouvernement est incapable de répondre aux défis actuels. Il n'a ni la capacité, ni la légitimité. D'ailleurs, on ne sait pas qui l'a nommé. Certains disent, bon, c'est Jovenel Moïse avant sa mort. C'est vrai que sa nomination a été publiée au journal officiel, mais on sait très bien que c'est un gouvernement soutenu par les États-Unis d'Amérique, mais il est complètement hors sol. Il n'agit pas. On a du mal à cerner ses objectifs, sa finalité, il n'a aucun cap. Donc c'est un gouvernement qui n'a aucun avenir, Et ce serait très triste pour Haïti de confier le destin des 12 millions d'Haïtiens à ce gouvernement qui poursuit la politique de Jovenel Moïse. Donc, pour en sortir, il faudrait faire confiance aux acteurs locaux, puisque assez souvent on dit que les acteurs locaux sont impuissants, sont incapables. C'est vrai que cette impuissance est attestée, puisque ça fait plus de 2-3 ans qu'il réclamait le départ de Jovenel Moïse. Voilà, il est parti. Et là encore, on observe cette impuissance à obtenir une voie alternative à l'émergence d'une société politique apaisée. Donc, ce qu'on pourrait souhaiter, c'est qu'on entend ici ou là qu'il y a encore des rencontres qui sont organisés à travers les acteurs de la société civile. On espère bien qu'ils finiront par s'entendre, en pensant qu'il est maintenant urgent de penser à l'avenir d'Haïti et non de penser à la répartition des postes ministériels comme étant un gâteau à partager, parce qu'il n'y en a plus, il n'y a que des miettes. Et donc c'est donc le moment pour construire cette communauté politique, c'est-à-dire où la nécessité de servir prend place sur la recherche d'opportunités pour répondre aux désirs individuels de chacun. Il faudrait donc se débarrasser de cette conception de la politique qui tend à considérer l'exercice du pouvoir comme étant une mangeoire où chacun vient et satisfaire, répondre à ses appétits gloutons. Donc disons que faisons confiance donc à ces élites économiques, ces élites politiques aujourd'hui, et puisque toute la communauté nationale et puis également toute la communauté diasporique
observe une lassitude, n'en peut plus. Hein, c'est un cri de détresse qu'elle pousse quand on observe qu'il y a des hommes de talent en Haïti, des femmes de talent, et qui assistent à l'étiolement d'Haïti. Donc on souhaite qu'ils se réveillent, qu'ils disent enfin, pensons à ce pays et essayons de renoncer à nos appétits, mais de préférence, faisons place à cette communauté politique où les aspirations collectives prennent place sur les aspirations individuelles. D'accord. Merci beaucoup, M. Nézi, d'avoir accepté C'est à moi de vous remercier, M. Janvier. D'accord, c'était un plaisir de vous avoir à l'invité du midi. À très bientôt, j'espère. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. Nous avons reçu pour vous le docteur Jacques Nézi depuis la France, et avec qui nous avons discuté de l'actualité politique en Haïti, mais aussi de la difficile sortie de crise dont nous sommes en train d'expérimenter actuellement en Haïti. Je dis à tout le monde, bon week-end. On se donne rendez-vous à lundi. Au revoir.